Bonjour tout le monde et bienvenue à notre deuxième épisode de On en parle en chien. Je m'appelle Jessica. Et moi, c'est Dominique. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'adoption. Donc, l'adoption est pour un chien, dans le fond, pour un premier animal, peut-être pour un deuxième animal. Qu'est-ce que ça comporte? À quoi il faut penser? Où est-ce qu'on prend notre chien? Etc., dans le fond. Vraiment, le 101 de l'adoption. Ben oui, il y a tellement de questions à se poser par rapport à l'adoption. Tu sais, c'est pas simplement d'adopter sur un coup de tête, parce qu'évidemment, je pense qu'on l'a toutes fait, cette erreur-là, tu sais, Oui. d'adopter parce qu'on voit un petit chiot sur, exemple, une plateforme Facebook, puis on le trouve donc bien cute, fait qu'on décide, tu sais, de tout de suite se dépêcher à contacter la personne concernée. On prend pas trop d'informations, on adopte le chiot, on donne notre dépôt, puis sans nécessairement se poser les bonnes questions, Vraiment. à savoir, est-ce qu'on est prêt à adopter un chien? Est-ce que notre mode de vie nous permet aussi présentement d'intégrer, oui, un chien, le budget, comme tu l'as dit, qui est si important, parce que même si sa vie d'eau et comme on dit la petite phrase, d'eau et d'eau d'amour et d'eau fraîche. D'amour et d'eau fraîche, pardon. Ça reste que, tu sais, on doit quand même avoir un certain budget pour, justement, s'il arrive des incidents, que ce soit de la maladie, que ce soit, tu sais, être capable juste de subvenir quand même aux besoins primaires de l'animal, on s'entend. Les questions à se poser, ben quelle race me conviendrait mieux aussi? Parce que, comme on l'a mentionné dans notre premier épisode, sinon, allez le consulter, c'est sûr que la race va jouer beaucoup sur le chien qu'on va choisir, évidemment, sans les stigmatiser. On veut aussi s'assurer que, bon, ben est-ce que notre famille aussi convient à l'animal qu'on va adopter? Vraiment. Aussi? Est-ce que vous êtes seul? Aussi, au niveau de votre âge, est-ce que vous êtes une personne plus âgée? Est-ce que, tu sais, vous êtes dans la trentaine? Ces choses-là, tu sais, il y a beaucoup... Des enfants à venir, Ben etc. oui, aussi. Est-ce important que, il y a à considérer. beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte aussi par Vraiment. rapport à l'adoption? C'est de ce quoi on veut vous parler, évidemment, aujourd'hui. Fait que pour commencer, avant même d'adopter, c'est quoi les questions à se poser? Première chose, est-ce que je suis prêt à investir du temps dans l'éducation d'un animal? On va se le dire, éduquer un animal, que tu le prennes chiot ou que tu le prennes adulte, ça demande du temps. Tu sais, moi, je dis souvent aux gens, ça prend un minimum de 15 minutes d'entraînement par jour avec ton animal pour qu'il connaisse au bout de 2 semaines, au minimum, ses commandements de base. Fait que 15 minutes par jour, t'as-tu ça 15 minutes par jour, au minimum pour l'entraînement. Ensuite, il y a la dépense énergétique, la dépense de stimulation mentale aussi qui rentre en ligne de compte. Fait que est-ce que, grosso modo, t'as du temps à accorder à ton chien? T'es-tu quelqu'un qui travaille 8 heures par jour, 10 heures par jour, 12 heures par jour, 14 heures par jour? Est-ce que t'as l'opportunité de sortir sur l'heure du midi, de venir sortir ton chien sur l'heure du midi aussi? Fait que ça, c'est sûr que ça va jouer beaucoup sur, mettons, ton adoption. Puis à savoir, est-ce que vraiment tu as le temps à consacrer à un animal? Parce que c'est bien beau de se dire, je vais adopter un golden parce que c'est patate, mais ça veut pas dire que tu as vraiment le temps à consacrer pour ton animal. Puis ton golden va être patate. Va être patate non plus. Exactement. Fait que, tu sais, vraiment y aller pour, j'ai-tu le temps à investir? Est-ce que j'ai le budget à investir? Un chien, au minimum, ça coûte 3 000 $ par année. Est-ce que j'ai de l'argent à investir là-dedans? La nourriture, 100 $ la poche de nourriture par mois. Veux pas, ça fait quand même au bout de 12 mois 1200 $, tu sais. Faut y réfléchir, là, vraiment. Plus les soins vétérinaires, plus les vaccins, plus les vermifuges qui sont à refaire à chaque année. La stérilisation. La stérilisation. Fait que ta première année, ton chiot, si tu prends un chiot ou un chien adulte qui n'est pas stérilisé, qui n'a jamais été vu par un vétérinaire, c'est sûr que ça coûte cher. Fait que as-tu le budget pour ça? Déjà en partant, un minimum de 3 000 $ par année. Puis, est-ce que tu as la patience pour avoir un chien? Est-ce que tu veux que quand ton chien va arriver chez vous, il soit déjà tout placé? Parce que déjà, on va se le dire, ça ne fonctionnera pas, là. Tu sais, un chien que tu l'adoptes adulte ou chiot, ça prend une certaine structure, ça prend une certaine patience, ça prend une certaine dynamique d'adaptation. Oui, exactement. Puis souvent, on va dire que le chien, ça prend, on suit la règle de 3 quand on fait une adoption. Fait que 3 jours pour décompresser, 3 semaines pour comprendre la routine à la maison et 3 mois pour se sentir chez soi. Fait que t'as-tu 3 mois au minimum à consacrer à ton chien pour faire ça qu'il se sente à l'aise dans ton environnement puis qu'il soit dans le bon environnement pour toi. Fait que ça, vraiment, moi, c'est les 3 questions que je vais poser avant principalement une adoption. Ben oui, puis comme tu l'as mentionné, tu sais, je reviens au niveau du budget parce que c'est tellement important, tu sais, on a mentionné ça, mais 3 000 $, c'est vraiment, tu sais, s'il arrive rien. S'il arrive rien, si ton chien se pète pas le coude, là, c'est ça. Parce que, tu sais, on s'entend que ça peut vite dépasser ce budget si justement il arrive un incident ou quoi que ce soit. Puis en même temps, ben c'est sûr que toute la question de aussi
au niveau vraiment de tout le matériel que ça comporte d'avoir un chien. Oui, on parle de nourriture, mais on parle de bol, on parle de jouets, on parle de jouets interactifs, on parle d'outils masticatoires. Tu sais, la première année, souvent, le chiot ne sait pas si on y va avec un chiot. Évidemment, il ne sait pas ce qu'il peut gruger, ce qu'il peut masquer. Donc, souvent, on veut lui montrer les bonnes habitudes à prendre. Il faut lui acheter des os. Oui. Faut aussi, des fois, qu'on ne sera pas là, pour éviter l'ennui, pour créer de bonnes habitudes. C'est sûr que, le chien, c'est un besoin essentiel, la mastication. Donc, si tu veux pas qu'il prenne l'habitude de mastiquer puis de convenir à son besoin en mastiquant sur tout tes ce que chaussures, t'as pas besoin, tes chaussures, ça. ton divan, ton oreiller, c'est sûr que ça prend des outils aussi pour le chien à mastiquer. Oui, un bâton, ça peut faire la job, à un moment donné. Il y a le goût aussi d'essayer d'autres textures, d'autres goûts, d'autres sensations. Donc, ça prend quand même un minimum de matériel sans nécessairement, le chien non plus n'a pas besoin d'avoir... tout pour être un bac à jouets complet. Ouais. Mais au moins un minimum de jouets, un minimum d'outils masticatoires, un minimum de bols interactifs ou de bols ralentisseurs ou, vraiment pour, enrichir son quotidien, le stimuler, créer de la nouveauté aussi, parce qu'on sait que c'est très important pour le chien, la nouveauté, d'avoir accès, à aussi pouvoir combler autant ses besoins primaires qu'au niveau de combler ses sens olfactifs aussi. Vraiment. Comme le chien, c'est très important pour lui. Donc, tu sais, ça prend quand même, c'est ça, un minimum de budget, comme tu l'as mentionné. Puis, un minimum aussi, tu sais, d'investissement, autant monétaire qu'au niveau du temps, évidemment. Exactement. Puis bien là aussi. T'sais, parce que souvent, c'est pas juste d'avoir du temps, j'écoute la TV, puis mon chien est là le 4 heures par soir que je suis là, mais au final, je consacre pas nécessairement du temps de qualité. Là. Exactement. Fait que tu sais, être prête à faire une place toute spéciale à ton chien dans ton quotidien, en faire ton partenaire de marche, ton partenaire d'exercice physique, parce que c'est important, une dépense énergétique. Tu peux pas juste espérer avoir un chien puis te dire j'ai une cour clôturée puis il va jouer tout seul dans sa cour clôturée. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Non. Le chien, il va pas jouer tout. Il y a des chiens qui jouent tout seuls puis qui ont du fun. Ça dure un temps. La dépense énergétique n'est pas comblée. Fait que là, souvent, les gens, ils deviennent frustrés parce qu'ils sont comme, tu sais, j'ai pris le temps d'avoir une cour clôturée, j'ai fait clôturer ma cour pour que mon chien puisse jouer dedans puis genre dépenser son énergie, mais mon chien, il joue pas plus dans sa cour clôturée parce que t'es pas là. Non, il fait juste faire des millions de trous, puis finalement, japper tout le long au bout de la clôture, puis... Oui, exactement. Parce que justement, à la longue, il vient frustré, puis il n'y a pas de nouveauté. À un moment donné, il l'a vu, là, son 10 mètres de cours, là, même si c'est bien grand, même si, souvent, les gens vont dire, il y a plein d'espace, qui s'amuse. Il peut courir, mais il ne fera pas juste ça de même à courir après l'enrichissement, ça va être payant 1 ou 2 fois le temps qu'il fasse le tour puis qu'il connaisse l'environnement, mais après ça, il l'a vu. Là, ça prend plus que ça. Vraiment, ça prend plus qu'une cour clôturée, de l'argent pour être capable de rendre un animal heureux. Quand on fait une adoption, on peut opter premièrement pour adopter un chiot. Fait qu'en fait, le chiot, c'est vraiment important de choisir aussi la provenance. Choisir sa race comme il faut. Vraiment étudier, s'informer, faire des recherches approfondies sur c'est quoi les besoins spécifiques à la race. Par exemple, si j'adopte un teckel, je ne vais pas m'attendre à ce que mon teckel fasse jamais de trou dans ma cour, qu'il jappe jamais après le monde, qu'il jappe jamais après les stimuli à l'extérieur. Pas possible, tu sais. On veut pas généraliser les races, mais ils ont quand même des traits spécifiques à chaque race. Il y a quand même des traits spécifiques à chaque race qui font en sorte que faut que tu sois conscient de la génétique de ton animal aussi quand tu l'adoptes. Ben oui, puis je pense que ça, c'est important, tu sais, de remettre en perspective pour que les gens, en fait, vous compreniez un peu mieux à la maison. Ce qui est important de comprendre, c'est que le chien, à la base, qui vient principalement du loup gris, sans aller nécessairement dans des millions d'études, là, sinon vous pouvez aller lire sur le sujet, le chien, à la base, descend du loup gris comme 99% les mêmes gènes. Donc, c'est vraiment important de comprendre que nous, à force qu'on l'a évidemment domestiqué puis qu'il a pris une place à part entière chez nous. Pardon, chez nous, avec l'humain, c'est sûr qu'à la longue, nous, on l'a vraiment spécifiquement programmé. On l'a façonné à notre manière. Génétiquement pour en faire. Évidemment, au début, c'était plus des chiens de travail. Évidemment, que ça soit justement sur les fermes, pour tout ce qui est les troupeaux, que ce soit au niveau justement des chiens de chasse, que ce soit au niveau des terriers pour aussi donc aider les chasseurs, ces choses-là. Donc, tu sais, ils ont été vraiment programmés spécifiquement pour servir à certains travails pour, tu sais, vraiment, c'est ça,
travailler. Donc, c'est sûr qu'à la force de reproduire toujours, exemple, l'individu qui avait le trait le plus, faire une fixation sur les moutons, puis toujours pouvoir les surveiller toute la journée, puis à reproduire toujours ces types de personnalités-là, ces types de tempéraments-là. On est venu avoir un border collie. Ben oui, c'est qui a ça. un instinct très fort. Là. Ben oui. Après ça, c'est ça, comme tu l'as mentionné, on veut pas stigmatiser. Ça veut pas dire que ton border collie va tout le temps faire ça, comme le berger allemand, ou nécessairement, pas toujours nécessairement l'instinct de protection. Mais c'est sûr qu'à la longue, à force de façonner ces traits-là, puis on pourrait dire ces compétences-là, puis vraiment, tu sais, ces aptitudes-là, ben c'est sûr que ça l'a vraiment comme un petit peu... ça le façonnait à sa manière, chaque race. Donc, c'est sûr que c'est important d'en prendre connaissance. Vraiment, puis qu'on adopte un animal. C'est ça, de savoir soit que notre vie est adaptée à ce genre de chien-là ou d'adapter notre vie à ce genre de chien-là. Fait que, par exemple, tu adoptes un berger australien, mais tu es une personne qui est quand même assez sédentaire. Je vais faire du ski une fois par fin de semaine, 1 heure. C'est pas suffisant pour ton berger australien. C'est pas suffisant pour ton bouvier australien. C'est pas suffisant pour ton berger allemand. Puis, quand tu adoptes un chiot, c'est également important de comprendre qu'il y a 2 types de lignées. Tu as la lignée de travail qui sont faites pour travailler, puis tu as la lignée de show qui est plus une lignée un peu plus low energy, qui est plus un chien de maison sans nécessairement être un chien de maison, dépendamment de quel genre de race que tu vas chercher. Mais les border collie de lignée de show sont un petit peu plus passifs, un peu plus calmes. Dans leur comportement. Exactement. Souvent, c'est des chiens qui sont plus, ça a l'air nono, mais plus sociables aussi, parce que, tu sais, on voulait pas, puis il fait pas nécessairement une fixation, ni nécessairement à toujours être tant rapporté à les autres congénères, parce que justement, ce qu'on voulait, c'est qu'il soit focusé à son propriétaire, exactement, qui pose, évidemment, pour le show. Donc, tu sais, il doit être capable d'être un peu indifférent face aux autres chiens aussi, qui partagent, évidemment, la scène. Donc, sans nécessairement, comme on peut voir autant des lignées de show qui vont avoir les mêmes traits, évidemment. C'est pour ça qu'on veut pas stigmatiser, parce que c'est très important d'en tenir compte. Mais c'est sûr que parfois, il peut y avoir certaines aptitudes, certains traits qui vont être vraiment rapportés à la race. Vraiment. Puis tu sais, dans le bon éleveur, tu as une lignée de show puis une lignée de travail. Dans l'éleveur de famille, il faut que tu te fies vraiment au tempérament de papa et de maman. Fait que tu sais, déjà biologiquement, ton chien a un bagage génétique qui vient avec lui. Souvent, dans le chien de berger, quand le papa ou la maman est réactif, inévitable que le chiot va être réactif. Fait que déjà, en partant, tu adoptes un chiot, tu adoptes un bagage génétique. Oui. Moi, je dis souvent aux gens que tu as 70 de ton chiot qui, déjà en partant, est une génétique. Fait que c'est possible de travailler contre une génétique, mais c'est pas possible de corriger complètement, d'éliminer une génétique. Exactement. Ton border collie, il y a beaucoup de chances qu'il court après les roues de voiture. Qu'il soit de lignée de show ou lignée de travail, ça change rien. Il est programmé, il a toujours été programmé pour ça. Fait que déjà, c'est possible de travailler pour contrecarrer la génétique, mais jamais possible de l'éliminer toute seule. D'où ce qu'on dit que le tempérament est inné dès la naissance et vraiment souvent est rapporté à la génétique. Et la personnalité du chien, elle, est définie par ses antécédents. Absolument. Et ses expériences qu'il va vivre, évidemment, dans le futur. Là. Absolument. Tu sais, quand on va pour un chiot, c'est tellement important de choisir son élevage, pour vrai, puis sérieux, on veut pas vous culpabiliser parce qu'on l'a fait toutes les deux. Mais aller chercher un chien sur des petites annonces, aller chercher un chien sur Marketplace, un berger australien pure race sur un site de petites annonces, ce n'est pas pure race. Je suis vraiment désolée, mais moi, mon point de vue personnel, c'est que si tu veux adopter une Cadillac, tu veux le char qui a le signe Cadillac dessus, OK? Fait que tu veux ton chiot enregistré qui vient d'un bon élevage. Fait que déjà en partant, ça, c'est quelque chose qu'on va mettre au clair. Si tu veux le best du best, la crème de la crème, vas-y pour un élevage certifié, qui fait des tests de santé, des tests de génétique, qui fait des tests de comportement, qui socialise en bas âge et surtout qui suit un programme de socialisation. Il y en a plein des programmes de socialisation. Moi, je pense souvent à Vidog, parce que quand j'ai eu des portées jadis, non prévu, évidemment, mais c'est le programme de socialisation que j'ai suivi. Puis ça commence à 3 semaines, puis c'est déjà des manipulations à 3 semaines. Pas 3 semaines, 3 jours, excuse. Fait que 3 jours, déjà, le chiot, il est né, il est bébé, il a même pas les yeux ouverts, on commence déjà les manipulations. Fait que vraiment important pour avoir un chiot qui est équilibré, qui est sain, qui a vraiment du bon sens à vivre en société, parce que sinon, tu peux vraiment te ramasser avec n'importe quoi. Ben oui, puis, tu sais, moi, même dans mes études, dans certaines formations que j'ai suivies, tu sais, ça part même de vraiment, tu sais, à l'intérieur du ventre de leur mère, de vraiment, tu sais, le niveau de stress. Le niveau de stress, les conditions dans lesquelles la mère va être aussi, puis évidemment, ben tout son bagage génétique, etc., mais ses antécédents aussi qui vont beaucoup jouer là-dessus aussi, puis, tu sais, l'âge qu'elle a aussi, on s'entend qu'une femelle, exemple, que c'est
sa première portée, versus une femelle qui en a eu plusieurs, mais éthiquement... L'âge qu'elle est reproduite ça aussi. Il y a tellement de trucs qui vont rentrer en ligne de compte que c'est important de prendre connaissance. Mais tu sais, quand tu connais pas ça... Oui. Je me mets à ma place, moi, quand j'ai eu mes premiers chiens, je connaissais pas ça. Puis non. Tu veux faire confiance à la personne, tu veux... On vit tous dans un monde de papillons. On veut espérer que chaque personne prend soin de leur animal, que tout le monde est honnête, que tout le monde fait le meilleur pour ses chiots. Mais souvent, c'est à faire bien attention parce que ceux-là, ça veut pas nécessairement dire que lui qui t'envoie des vidéos des chiots puis qui ont l'air super bien, que c'est nécessairement un bon éleveur. Ça, pour le savoir, il faut poser les bonnes questions, puis ça, on va en discuter, puis il faut aller voir l'éleveur. Oui, vraiment. Parce que ça peut avoir l'air super beau avec les papiers, puis en vidéo. Comme moi, j'ai eu malencontreusement la mauvaise chance, le malheur de le vivre. L'éleveur m'envoyait des vidéos, ça avait l'air, il était tout dans une super cour clôturée, tous les chiens ensemble, avec des chiens adultes, il y avait plein de modules, vraiment en nature, ça avait l'air tellement parfait, mais au final, il sortait les chiots de l'usine à chiots, puis il prenait des vidéos avec ses 3-4 chiens qui restaient à lui dans sa maison, puis après ça, il refoutait ça dans la cage, dans le chenil derrière, là. Fait que tout avait l'air super beau, mais c'est quand je suis arrivée pour aller voir le chiot, le monsieur voulait que, justement, pas que j'aille le chercher directement là, il m'avait dit que pour m'aider, puis que j'avais moins de route à faire, on va se rejoindre, puis je m'étais posé des questions, moi, en même temps, avec tout ce qu'il m'avait déjà envoyé, dit, discuté, ben, je voulais pas nécessairement... je me fiais vraiment à ce que j'avais vu, alors que c'était tout le contraire. D'où vraiment l'importance, sans s'attarder là-dessus, de vraiment aller voir l'éleveur, de lui parler en direct, d'aller voir l'emplacement. Déjà, si l'éleveur veut pas vous laisser voir les emplacements, peu importe la raison qu'il va donner, c'est sûr que c'est rendu... Solide. Red flag solide. Un autre genre de red flag aussi, c'est si les parents sont pas sur place. Pas de maman, pas de papa sur place. Un chiot de 8 semaines qui n'est pas socialisé avec sa mère, moi, ça me ferait peur, bien franchement. Puis souvent, les éleveurs, vraiment les bons éleveurs vont laisser partir leur chiot plus tard que 8 semaines. Parce que, après 8 semaines, en fait, tu as un stade de développement de plus, qui est l'inhibition de morsure, l'aptitude à jouer avec les congénères, l'aptitude à respecter les signaux d'apaisement ou les signaux d'inconfort des congénères. Fait que c'est tout là que ça s'apprend entre 8 et 12 semaines. Fait que si tu adoptes ton chiot trop jeune, ça peut aussi causer énormément de problèmes de comportement, en plus de la génétique qui est peut-être pas sa Au niveau de la socialisation, parce que sont vraiment dans une période cruciale de leur socialisation, puis on s'entend, tu sais, souvent, comme n'importe qui, là, quand on regarde un show là, de justement 8 semaines, ben il y a de la misère à marcher sans tomber sur le top. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'interaction sociale qui se fait beaucoup. Oui, il y en a, évidemment, même depuis la naissance, etc., mais tu sais, c'est des contacts qui sont très limités. Vraiment. Donc, c'est très important si c'est possible, laisser le chiot, évidemment, c'est dans un bon élevage, évidemment, s'il y a des bons parents, puis que l'environnement est adapté, de le laisser avec sa fratrie puis ses parents jusqu'à minimum l'âge de 3 mois, c'est vraiment l'idéal. Puis si tu tombes sur une usine à chiots puis que tu pensais adopter d'une usine à chiots, puis tu te rends compte que c'est une usine à chiots... Perds ton dépôt. Non, c'est ça. C'est mieux de perdre ton dépôt rendu là. Pour vrai, là, c'est pas en te disant « je vais sauver une vie ». C'est pas ça la réalité, là. Parce que ce chiot-là, il va être... qui est pris avec. De un, c'est toi qui es pris avec pour le rééduquer parce que c'est vraiment un estifi de paquet de trous. Puis là, on généralise, là, mais ça veut pas dire que tous les chiots d'usine à chiots, c'est des mauvais chiots. Mais non. On généralise. Mais tu te ramasses avec un chiot citron en partant, chose que tu ne voulais pas. De 2, te payer un prix astronomique pour adopter un chiot qui est déjà brisé. Puis de 3, en plus de ça, ben l'éleveur, lui, est content. Il a fait son 1200, 1300, 1900 piastres. Tu ne veux pas encourager à travers ça. Tu l'as encouragé, exactement. Fait qu'il est pas pogné avec son chiot, fait que là, il peut refaire une autre portée, puis le reproduire, puis le reproduire, puis le reproduire, puis pogner tout le temps du monde qui sont pognés dans le même cercle à réadopter, encore une fois, à des usines à chiots parce que ça a donc bien l'air beau. Mais le monsieur, là, il crosse le monde à répétition. Ou la madame, là, tu sais. On généralise monsieur, mais, tu sais, fait adopte-les pas. Fais-les juste pas. Comme, tu sauves pas une vie, t'en condamnes 12 autres peut-être, parce que les 12 chiots qui vont venir après, là, ils seront pas mieux, là. Ils seront pas mieux traités, là. Ça va être aussi terrible leur condition de vie. Vraiment. On généralise parce que, comme tu l'as mentionné, un chien d'usine à chiots peut être, moi, comme, gars, mon Milo, mon teckel vient de ça, puis, tu sais, je veux dire, c'est un super de bon chien pareil, mais ça reste que certaines problématiques de réactivité au niveau de la socialisation avec les autres chiens, c'est difficile, justement, parce qu'il est enfermé là-dedans, et par rapport les 4, 5 ou même 12 teckels qu'il a vu, il n'a rien vu d'autre que ça, là, tu sais. Oui. Fait que c'est moi qui est pris avec ça après, mais ça reste un super de bon chien, puis je l'adore, puis tout ça, puis... Mais
ça reste que je dois travailler triplement plus fort que ce que j'aurais Alors que ce probablement que tu voulais, à avoir à faire avec ça. un autre chien. Ce que tu j'aurais voulais pris de à la l'élevage éthique. base, ce que tu voulais à la base, c'était une job facile, avec un chiot déjà bien starté, avec une bonne génétique, C'est tout ce avec qu'on une bonne veut, socialisation. dans le fond, là. Exactement. Si on veut partir sur des bonnes bases, si tu pars déjà sur des bases qui sont comme coup-ci, coup-ça, c'est sûr que tu as 4 fois plus de job à faire. Vraiment, vraiment. Puis il y a des choses, des fois, qui vont être dures à travailler. Tu sais, j'ai beau être intervenante en comportement canin, j'ai beau connaître tout ce qui est au niveau de l'entraînement, bien, ça reste que je sais que mon teckel, il sera jamais capable d'être socialisé dès les premiers contacts en contact direct. Il va toujours falloir que j'y aille avec des intégrations positives. T'as un Peu mode importe d'emploi. le temps que je mets, peu importe les conditionnements que je fais en positif, peu importe la progression, il est comme ça. Il va toujours falloir que j'y aille un peu Exactement. plus avec la gestion environnementale. Ça vient puis directement de l'élevage où tu l'as pris. C'est vraiment plate, mais c'est ça pareil, tu sais. Fait que, en tout cas, message à la maison, tu veux pas te ramasser avec un citron, choisis comme il faut. Puis, oui, choisis ton chiot. Tu sais, l'éleveur, là, qui va te dire, rendu à comme 3 semaines, « Ah, et là, j'ai un rouge merle, j'ai un bleu merle, j'ai un tricolore, puis j'ai un tricolore dilué, c'est lequel tu veux. » Red flag. Red flag aussi, tu ne choisis jamais un chiot par sa couleur, tu choisis un chiot par sa personnalité. Ton bon éleveur, là, l'éleveur qui a du bon sens, il va dire « OK, chiot numéro 1, collier bleu. » Genre, ce chiot-là, c'est un chiot qui est enjoué, c'est un chiot qui a du fun avec les congénères, c'est un chiot qui est déniaisé, c'est un chiot qui est vocal. Le chien 2, c'est un chien qui est plus calme, timide, réservé. C'est quoi tu veux? Fait qu'il va vraiment être capable de cibler la personnalité de son chiot puis de dire ça correspond à ce que toi, tu m'as dit dans ton formulaire d'adoption, puis ça correspond zéro pin barre. Parce qu'un bon éleveur va pas envoyer un chien qui est fait pour faire de l'agilité, qui est fait pour faire du sport canin, qui est fait pour bouger dans une famille qui est sédentaire avec 3 enfants. C'est vraiment des exemples obvious, mais ça reste ça pareil. Puis tu sais, des éleveurs, j'ai vu 1 milliard d'éleveurs de Border Collie, dont quelques-uns en région qui font choisir par la couleur. Puis ça, moi, ça m'horripile, là. Je suis comme, tu choisis pas ton chiot, encore pire, un chiot berger, par sa couleur, quand il est rendu juste à avoir les yeux ouverts, puis tu le connais pas, le chiot, là. Ouais. Je vais aller chercher mon bleu merle demain, genre. Ah, mais cool, t'as adopté un bleu merle. T'as pas adopté un chiot avec une personnalité, puis genre, une caractéristique propre à lui. Tu vas dealer avec parce que t'as choisi une couleur. C'est pas même ça marche, là. Ben oui, puis comme tu l'as mentionné, tu sais, souvent, un bon éleveur, ben c'est ça, il va avoir un formulaire aussi, tu sais. Il sélectionne ses familles. C'est ça, il sélectionne ses familles. Il va être en mesure de pouvoir te dire, regarde, je sais, c'est ça que tu veux, mais ça te correspond plus. Puis il va être capable de dire non, même si tu dis, hey, non, moi, c'est lui que je veux. Non, lui, il te correspond pas, puis je te le laisserai pas parce que pour lui, il y a l'importance du bien-être de ses chiots. Puis il veut que, justement, ses chiots aillent dans des bonnes familles parce qu'il veut que, justement, ça persiste dans le temps. Puis que, tu sais, ces chiens-là passent toute leur vie avec la même famille puis fassent pas d'une famille à l'autre. Puis en même temps, ben c'est aussi son nom, c'est sa renommée. Tu sais, il veut que, justement, ben tout le monde dise que, hey, ben mon chien, tu sais, il me correspond. Puis à cause de ça, c'est le meilleur chien pour moi. Puis je recommande cet élevage-là aussi. C'est un peu ça. Tu sais, le chien, excuse-moi, l'éleveur qui va vraiment laisser aussi ses chiots partir avec les bonnes familles, mais il va avoir des bons commentaires, il va avoir des bonnes recommandations. Fait qu'au final, tu sais, ça va se faire tout seul, tu sais, puis sa renommée aussi, au niveau de son élevage, va se faire tout seul. Vraiment. C'est ce qu'il veut. Souvent, les familles adoptantes qui ont adopté d'un bon éleveur puis qui ont un bon chien sont tellement reconnaissants qu'ils n'hésitent pas à être vocales par rapport à ça. Fait qu'hésite pas à aller lire les commentaires aussi sur la page de l'élevage, les commentaires positifs et les commentaires négatifs, les commentaires par rapport aux problèmes de santé. Puis si tu vois, mettons, quelqu'un qui écrit un commentaire « Ah, j'ai adopté là, ça s'est super bien passé, c'était génial », n'hésite pas à aller y écrire aussi. Parce que t'es jamais trop prudent quand tu adoptes un chiot. Il y a des usines à chiots, là, il y en a 1 milliard au Québec, puis souvent, ça se camoufle en élevage familial. Puis c'est ça, exactement. On l'a tout fait, pour vrai. On l'a tout fait. Tu sais, moi, j'ai adopté d'un particulier qui avait adopté dans un élevage de merde. Puis je me ramasse avec un chien qui est hyper réactif, qui a des problèmes de santé, qui a des problèmes de comportement, puis que je peux jamais introduire à personne de nouveau parce que c'est vraiment problématique. Mais je l'ai adopté chiot, là. Ben c'était un chiot, là. Ben oui, moi aussi, tu sais, je veux dire, Milo est rendu là, il est moins pire maintenant, mais il y a eu beaucoup de problématiques de santé aussi, là. Je l'ai eu, il était supposé être poil long quand il était chaud, ben il avait le poil long, mais finalement, à force qu'il vieillisse, ben il a développé l'alopécie. Oui, il est tout nu. C'est là qu'il a commencé à donner, c'est ça, à perdre tout son poil, tu sais, sur le dessus, en fait, du dos, etc. Puis c'est en faisant un peu de recherche que là, je me suis rendu compte que finalement, tu sais, il m'avait même pas vendu le bon père, il m'avait envoyé une photo du mauvais père, puis c'est là que j'ai découvert son vrai père, qui faisait lui aussi
aussi de l'alopécie. En tout cas, ça va bien loin, mais c'est juste pour dire aussi que c'est pas nécessairement juste au niveau qu'après ça, tu te ramasses avec un chien citron ou un problème. C'est surtout aussi pour le bien-être de ces animaux-là, parce que ces animaux-là, souvent, naissent avec plein de problématiques de santé, autant génétiques que physiques ou que mentales. Donc, tu sais, c'est aussi un peu leur vie qui en est... qui en est atteinte, là, qui a un impact. Donc, tu sais, ce qu'on veut aussi savoir, justement, à des chiens qui sont en santé, puis qu'au final, tu sais, qui est moins aussi au niveau de frais vétérinaires à débourser, puis que cet animal-là, justement, ait une belle vie aussi, puis qu'il soit bien, là. Oui, c'est ça. Puis que tu sois capable d'avoir un chien qui correspond à ton style de vie. Si t'es quelqu'un qui est tout le temps un peu parti par-ci, par-là, tu vas avoir un chien qui est quand même social. Fait que tu vas sélectionner une race en fonction du fait que ton chien, tu veux qu'il soit social, mais si tu le prends de mauvais élevage, il y a des chances que tu fasses 4 pas en arrière, tu te ramasses avec un chien qui ne l'est pas, là. Puis ça, comme on le dira jamais assez, je vous le dis, là, faites vos recherches parce que les usines à chiots, c'est eux autres qui camouflent plus leur affaire, puis ils savent t'en donner, tu sais, du beau, puis du bon, puis ils savent comment cacher tout ça, puis... Tu sais, tout a l'air parfait, mais quand tu te mets vraiment à faire des petites recherches, ben c'est là que tu te rends compte. Fait que vraiment l'importance de poser les vraies questions à son éleveur, aller voir l'élevage, demander même, souvent, là, un bon éleveur n'aura pas peur de vous donner, tu sais, mettons, sa dernière portée ou telle autre personne, tu sais, vraiment les noms, des références de d'autres propriétaires qui ont adopté des chiots venant de son élevage pour que vous ayez la possibilité de pouvoir écrire à ces personnes-là, demander leur avis aussi sur leurs chiots, etc., sur leur expérience aussi par rapport à l'adoption avec cet éleveur-là. Vraiment, les garanties de santé aussi, c'est hyper important chez un chiot qui est enregistré. Fait que, tu sais, vraiment, t'assurer que tes garanties de santé te couvrent sur plusieurs aspects, un panel d'aspects, maladies, tu sais, des maladies héréditaires, parce que normalement, un chiot qui est enregistré, qui provient d'un bon élevage, ben, les parents sont testés. Fait que normalement, le risque est presque à 0 qu'il développe une maladie héréditaire, sauf si l'éleveur n'a pas testé pour cette X maladie-là. Fait que, tu sais, c'est là où ta garantie de santé s'arrête. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment important d'y aller aussi pour quelque chose que tu trouves qui... Tu sais, ton gros bon sens. Là, si tu trouves qu'à un moment donné, tu fais... C'est parce qu'il y a un hain en quelque part. Là. Puis, tu sais, aussi, tu sais, ça reste quand même, oui, tu peux acheter un chien d'un bon élevage, qui est vraiment enregistré, que les parents sont certifiés qu'ils ont un problème héréditaire, puis le chiot peut développer un problème héréditaire. Tu sais, ça, on travaille avec la vie. Là. Tu sais, quand tu adoptes c'est comme moi, j'ai pas de problème de santé préexistant, mais ça se pourrait que le lendemain, je développe quelque chose. Là, tu sais, je veux dire, il n'y a rien d'acquis, mais au moins, on a quand même une certaine sécurité. Puis au niveau de la probabilité de développer X et X problématiques, que ce soit de santé physique, au niveau génétique, au niveau de santé mentale, comportementale, etc., est quand même plus moindre. Oui, exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, vraiment comme sélectionner... Il y a les élevages familiaux aussi que je personnellement... Pour l'avoir essayé, pour l'avoir fait, je réadopterai jamais d'un élevage familial parce que pour moi, justement, comme je t'ai dit, que si je veux m'acheter une Cadillac, je vais m'assurer de m'acheter une vraie Cadillac et non une Mitsubishi avec la tag de Cadillac dessus, tu sais. Ouais, puis ça, c'est propre aussi à chacun. Puis tu sais, à part, mettons, on extrait du Nacho, là, que ça, c'est vraiment un gros nom, red flag, puis c'est vraiment... Mais après ça, que ce soit qu'on va parler comme en ce moment des élevages familiales, que ce soit des élevages vraiment enregistrés au Club Canin, que ça soit... un peu plus, c'est un particulier. Carrément, qui a une portée. Il peut avoir des bons puis des mauvais aspects dans tout. Là, c'est d'y aller aussi avec ce que vous recherchez. T'sais, exemple, moi, Zora, je l'ai pris d'un élevage familial. Mais même si c'est une berger, je voulais... Puis, tu sais, c'est peut-être même pas... Même ça semble similairement à une berger australienne. Peut-être que c'est même pas ça au final puis qu'elle a d'autres traits génétiques. Exactement. Il faudrait que je fasse un test génétique pour le savoir. Mais moi, ce que je voulais, c'était une berger australienne, même que je connaissais pas vraiment ça. Fait que, moi, tout que dans ce temps-là, j'avais pris... elle a 12 ans, ma chienne. Fait que c'était avant que je fasse mon cours d'intervention. Fait que ce que je voulais, c'était juste parce que je trouvais ces chiens-là beaux. Je pense qu'on fait tout un peu l'erreur. On fait toute l'erreur. Mais j'ai bien tombé. Je veux dire, finalement, je vais toucher du bois, là, mais jamais tombé malade. Elle est en top shape, elle a 12 ans. C'est le meilleur chien que j'ai jamais eu de ma vie. Pour un berger, je sais pas si c'est parce qu'au début, c'était moins populaire, ces races-là, mais elle a pas de surexcitation. Oui, elle a fait une fixation un peu sur les chevaux, mais pas extrême. Je l'ai bien gérée. Fait qu'elle sait comment elle m'aide à travers tout ça dans le travail. Mais... pour moi, ça a été le meilleur mix. Mais est-ce que là, je referais la même chose puis j'aurais le même résultat? Ça veut pas dire. Ça veut pas dire. Ça veut pas dire. Même si je le prendrais du même élevage qu'elle est allée, ça n'en ferait encore aujourd'hui.
chaque chien aussi est différent. Là. Comme dans la même portée, tu peux avoir les mêmes antécédents, la même mère, le même père, le même environnement social, puis ils vont tous quand même être différents. Là. Avoir plein de chiens avec plein de comportements différents. Fait que de là, l'importance de choisir ton chiot par rapport à son comportement et non par rapport à son tempérament, puis sa personnalité, évidemment, qui va se développer aussi au fil du temps. Là. Fait qu'en gros, si on résume, quand tu veux choisir un chiot, choisis un bon éleveur, que ce soit enregistré ou pas, qui a un bon programme de socialisation, donc qui suit vraiment un programme de socialisation propre au développement du chiot, qui garde ses chiots le plus longtemps possible, qui n'est pas misé sur le choix absolu du chien tout de suite, immédiatement, pour être capable de revendre le prochain qui a une couleur différente. Tu sais, par exemple, il y en a qui connaît la race, qui connaît l'instinct de la race, puis surtout qui fait de la reproduction pour les bonnes raisons. Tu sais, qui va avoir une liste d'attente, puis qui va se dire, là, je fais une portée parce que j'ai 12 personnes sur ma liste d'attente. Et non, je fais une portée, puis à cette heure, ben, j'espère que mes chiots vont être adoptés. Parce que ça aussi, c'est une histoire, là, parce qu'il y en a des éleveurs qui font, bon, ben, ma chienne est en chaleur, go, on fait une portée, mais il n'y a pas personne pour les adopter, ces chiots-là. Fait que, tu sais, ça finit que le chiot, il passe 14, 16, 18, 20 semaines et plus à l'élevage. Puis là, ça peut créer des problèmes au niveau de la socialisation parce que tout ce qu'il voit, c'est les mêmes 6 chiens, les mêmes 6 personnes, les mêmes, tu sais. D'où l'importance de voir aussi justement l'environnement du chiot. Est-ce que est-ce que l'élevage, est-ce que c'est comme, tu sais, c'est pas, il y en a des, ça veut pas nécessairement dire que c'est mauvais, mais mettons un éleveur qui va garder ses chiots dans une ferme. T'sais, même si les chiots manquent de rien, puis que les parents peuvent sortir quand ils veulent, puis ils ont full d'espace, tout ça, c'est super bon, mais en même temps, ces chiots-là ne voient jamais personne sauf besoin de socialisation, le même propriétaire, ou mettons, si ils ont des enfants, les 2-3 mêmes enfants. Ils voient rien d'autre qu'être dans l'écurie ou sortir un peu. La propreté, ça va être très difficile, parce que là, le chiot n'a pas appris la propreté, puis on le laisse comme un peu faire ses besoins, un peu n'importe où, exemple, dans le box, dans l'enclos. Mais tu sais, ça veut pas dire que ça va être un mauvais chien. Puis la personne, c'est pas qu'elle a des mauvaises intentions, peut-être en tant qu'éleveur. C'est juste que c'est pas nécessairement priori sur ce qu'aujourd'hui on recherche au niveau vraiment d'un chiot pour atteindre le niveau qu'on recherche au niveau de la socialisation, au niveau de la découverte, au niveau vraiment de l'enrichissement, tu sais. Mais est-ce que ça en fait une mauvaise personne pour autant? Non, tu sais. Mais c'est juste de savoir... Faut voir plus loin parce que plus tu vas aller chercher un chiot où l'éleveur fait sa job d'éleveur, moins tu vas avoir de job à faire. Tu sais, là, ce qu'on dit, c'est rien contre les éleveurs familiaux ou les gens qui font de l'élevage justement dans la ferme. Mais nous, nos valeurs personnelles, c'est ça. D'y aller pour la qualité, puis de s'assurer d'une qualité quand on va adopter. Ben oui, comme exemple, ça peut être la même chose. Il peut faire l'élevage dans sa maison, mais s'il le fait dans une chambre, puis les chiots restent ils voient jamais rien. 23 heures sur 24 dans la chambre, ben, tu sais, ils n'entendent pas des bruits, ils sentent pas les odeurs, tu sais, ils les apportent pas à l'extérieur pour qu'ils entendent les bruits, même s'ils voient pas nécessairement super beau, la propreté, tu sais. Ça va plus loin. Peu importe l'environnement, c'est vraiment que le chien peut être dans la ferme, mais s'il est sorti, justement, exemple, de son enclos, une fois qu'il s'est quand même un peu marché, ou même avant ça, il sort dans une autre petite enclos avec des doudous des fois dehors, explorer le gazon, il les rentre dans la maison. Il y a une certaine âge, on s'entend, la propreté ne peut pas le faire. Là, tant que le chien n'est pas acquiert pas la mobilité, on s'entend. C'est la mère qui va vraiment le nettoyer puis faire les besoins parce que c'est en léchant qu'elle va stimuler les ondes pour que le chien, évidemment, défèque ou urine. C'est comme n'importe quel animal, on s'entend. Mais quand le chien commence à développer la mobilité, à être capable de commencer à travailler ses sphincters, ces choses-là, bien là, s'il va les sortir, puis oui, il les sort tout le temps, puis même chose au temps. Là, c'est ça qu'on mise. Peu importe l'environnement, c'est vraiment d'avoir accès à de la nouveauté, de le mettre dans différentes situations toujours progressives et positives, évidemment, de lui faire voir des choses, de lui faire sentir des choses, de le voir, de lui faire découvrir des textures, de le stimuler en bas âge, de socialiser, que ce soit avec des enfants, des personnes âgées, des différentes ethnies, que ce soit avec des chats, des hamsters, des lapins, des chevaux, d'autres chiens, des petits, de grandes races. On dit que le chiot devrait voir en moyenne 115 personnes avant ses 3 mois. Fait que gardez ça en tête. Si votre éleveur n'a pas de programme de socialisation, à la base, votre objectif de 115 personnes différentes avant 3 mois ne sera jamais atteint. Oui. Fait que, tu sais, ça, c'est juste la base. Puis
quand on minimum. parle de programme de socialisation, c'est ça. C'est pas nécessairement juste de voir plein de personnes ou plein de chiens Rendre ou ça d'autres positif animaux. puis le fun. C'est de voir plein d'environnements, plein d'odeurs, plein de textures, plein d'objets, plein de bruits, plein d'êtres vivants. Ça englobe tout ça. Oui, exactement. C'est pas juste de le faire voir plein de monde ou plein d'animaux, là. Tu sais, ça vise vraiment c'est ça, tout ce qui est texture, objet, bruit, odeur, etc. Exactement. Désensibilisation à coupe de griffe aussi, vraiment important. Parce que Ben quand oui, ils sont tout ce pas qui est désensibilisés, manipulation bébés, là, aussi, là, évidemment. Tout ce qui est manipulation, contention, apprendre à associer positivement certaines... manipulation. Certaines manipulations ou certaines réactions de la part de l'humain. Vraiment, vraiment. Deuxième option qu'on aurait quand on veut faire une adoption qui est responsable, ce serait d'adopter en refuge. C'est sûr qu'il y a des positifs et des négatifs à adopter en refuge. Personnellement, je suis quelqu'un qui adopte qui a adopté fréquemment en refuge ou qui aide quand même les refuges, dans le fond, au niveau des placements de familles d'accueil. Fait que, tu sais, l'adoption en refuge, c'est une super belle opportunité si tu as du temps à mettre sur ton chien. Parce que, comme on l'a dit au début de l'épisode, 3 jours pour se sentir... Pour se désensibiliser à l'environnement, 3 semaines pour se sentir confortable dans l'environnement, puis 3 mois pour être à l'aise dans son environnement, pour être chez lui. Fait qu'il faut vraiment laisser le temps au coureur, comme on dit. Tu peux pas juste prendre un chien, faire un essai d'1 semaine, puis faire « Bon, ben c'est cool, on met plus de temps dessus, puis il est parfait. » C'est pas comme ça que ça marche. Fait que, tu sais, si tu veux vraiment adopter un chien en refuge, comme gros avantage, c'est que tu as 1 semaine d'essai pour la plupart des refuges. Fait que tu as 1 semaine où tu ne payes pas de frais d'adoption, puis que tu peux essayer le chien à la maison, voir comment ça va, comment il s'adapte. Est-ce qu'il y a des problématiques de comportement qui ressortent puis qui font comme « pas sûr ». Fait que tu peux vraiment choisir un chien que tu vas pouvoir mettre, mais j'aime pas le terme, mais mettre à ta main, dans le sens que un chien qui correspond à tes besoins, puis que tu as peut-être un petit plus à venir mettre au niveau de l'éducation, mais quand même, son tempérament est déjà stable. Son tempérament est déjà stable si tu adoptes un chien adulte, évidemment. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est un gros avantage parce que, justement, tu vois vraiment une progression au niveau de l'apprentissage du chien jusqu'à ses 3 mois à la maison où, là, comme son tempérament est plus fixe, puis après ça, tu peux commencer à venir travailler avec des petits problèmes de comportement. Tu sais, en refuge, tu peux amener ton intervenant en comportement canin pour choisir avec toi le chien qui fit avec toi. Fait que si tu fais confiance à quelqu'un, que tu te dis, tu sais, cet intervenant-là, j'aimerais ça qu'elle m'accompagne dans le processus d'adoption, bien, l'intervenant peut même faire la sélection des chiens à proximité d'un refuge qui fit avec toi, faire les démarches, faire l'évaluation avec toi, être capable vraiment de sélectionner le chien qui correspond à tes besoins et à ton style de vie. Fait que ça, c'est vraiment un gros point positif parce que, justement, le chien, son tempérament est plus fixe parce qu'il est adulte. Puis en même temps, par exemple, c'est ça, c'est à faire attention. Ben, c'est super bien de prendre un professionnel pour venir à t'aider parce que des fois, c'est ça, il y a certaines choses que peut-être toi, tu verras pas, mais que le professionnel, lui, il va voir tout de suite à l'œil. Exactement. Puis aussi, c'est à faire attention parce que aussi, tu sais, même si le professionnel fait une évaluation en refuge, on s'entend qu'en refuge, ben, tu sais, il y a beaucoup de conditions qui fait que ça va avoir un rôle à jouer sur, évidemment, la personnalité du chien. Les stresseurs, donc, énormément. Les stresseurs. Fait que, tu sais, des évaluations, je suis comme pour ça, puis j'en fais dans la vie de tous les jours. Mais en même temps, je laisse toujours aussi, quand je fais mes évaluations, il y a toujours une partie spécifique à ça où l'évaluation est faite sur le moment précis avec l'impact que tout... le cumul de stress. Les cumulateurs de stresseurs sont là. T'sais, demain, je pourrais faire la même évaluation puis avoir pas nécessairement les mêmes résultats. Là. Parce qu'il y a tellement d'aspects qui rentrent à l'intérieur que c'est dur vraiment de pouvoir avoir vraiment accès. Il faudrait que le chien soit comme un minimum de 2-3 mois chez vous, comme tu l'as dit, pour que là, après ça, je fasse l'évaluation pour qu'elle soit moins biaisée. Fait que des fois, tu peux avoir un chien en refuge qui va être hyper réactif, etc. Puis une fois qu'il est dans son environnement à lui, où il y a moins de stresseurs, où il y a vraiment une certaine stabilité, puis que justement tous ses besoins sont comblés, parce qu'on s'entend qu'en refuge, ça reste quand même que c'est plus limité. C'est le bare minimum là, au niveau du... Tu sais, c'est le minimum... Le maximum de ce qu'ils peuvent faire avec le minimum de ce qu'ils ont. Dans le sens que les refuges, c'est pas des milliardaires. Là. Fait que, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont là, le plus possible. Tu sais, quand on parle de stresseurs, on parle pas juste de comme je suis stressée, genre. Tu sais, on parle vraiment de il y a plein de chiens qui jappent autour. Fait que peut-être que ça peut exacerber la protection de ressources du chien. Fait que, par exemple, on va s'approcher de son bol de nourriture parce qu'il y a plein de chiens qui jappent autour, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit, parce qu'il y a vraiment beaucoup de mouvement. Le chien va exhiber justement de la protection de ressources. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Peut-être que le chien peut être réactif aux manipulations
manipulation parce que justement, il est stressé, il y a plein de monde autour, il y a plein de chiens qui jappent. C'est un environnement qui est inconnu, il vient de se faire abandonner par sa famille, dépendamment ça fait combien de temps, parce que ça, c'est un gros stresseur dans la vie d'un chien de ne plus avoir de personne de référence, de plus pouvoir faire « toi, t'es ma source de réconfort, toi, t'es ma source de bouffe, toi, t'es ma source d'eau, toi, t'es ma source de vie ». Ça, là, le chien, là, il n'y a plus ça. C'est rendu un chien tout seul. Fait que pour ça, un chien, pour un chien, c'est extrêmement stressant. Fait que c'est sûr que c'est ça. Pour un chien qui a comme vécu toutes ces choses-là, de faire une évaluation comportementale en contexte de refuge, c'est tellement de stress que des fois, ça peut être très biaisé, comme tu dis, exactement. Puis justement, les antécédents, des fois, sont pas tout le temps connus. Ouais, en plus. Exactement. Fait que, tu sais, il y a des familles, des fois, qui abandonnent leur chien en refuge qui disent pas toute la vérité. Fait que ça, c'est une possibilité. Ou sinon, un chien qui a été retrouvé errant, qui va exhiber des comportements XY en contexte de refuge, mais qui ne les a jamais exhibés dans sa vie parce que, justement, le chien a été retrouvé errant. Fait qu'il était en mode survie X nombre de temps. Comme j'en ai vu que c'est le contraire. Ils sont tellement en stress que le chien va se refermer sur lui-même, puis il va avoir l'air d'un chien qui est hyper calme, que il est vraiment pas dérangeant, mais au final, c'est juste parce qu'il est tellement stressé puis son environnement par rapport à tellement de facteurs qu'il va vraiment se résorber sur lui-même. Il va inhiber beaucoup ses comportements, aussi, énormément. Énormément. Tu sais, le point positif de sauver une vie, parce que là, littéralement, on sauve une vie, là. Parce que quand tu sauves un chien dans une usine à chiots, tu laisses place à encore plus de maltraitance versus quand tu sauves une vie dans un refuge, ben ça laisse une place à un autre chien qui en a besoin. Ben oui. C'est comme ça que je le vois, moi. Fait que, tu sais, ça laisse une deuxième chance à cet individu-là, à cet individu-là qui peut-être un passé moins facile. Qui peut-être, ça encourage un refuge, une organisation qui vient en aide aux chiens. Puis même encore là, il faut faire attention. Là, comme je dis, il y a toujours une corrélation. Et tout a du bon, du pas bon. Je sais pas. Je pense pas la nommer, là, parce que peut-être ça... Mais en même temps, j'aurais tellement le goût de la nommer, mais en tout cas, je la nommerai pas là, on verra. Mais comme je connais un certain refuge, que c'est même pas un refuge, là, ils se font passer pour un refuge, puis au final, ça ressemble à une usine à chiots. Ils ont des portées de chiots à côté. Ouais. Si vous allez dans un refuge, qu'ils ont tout le temps juste des chiots à vendre, pure c'est race. Des chiots quasiment pure race, il y a de quoi se poser, c'est pas normal. Là, c'est pas normal. Là. Un refuge, normalement, il va avoir comme 90% quasiment de chats, 10% de chiens, parce qu'on s'entend que les chiens, dans un plus contexte d'errance, ils ont plus de difficultés, évidemment, à survivre, carrément. Donc, souvent, puis évidemment, il y a moins souvent d'abandon, etc. Donc, un refuge qui a pratiquement que des chiens et que des chiots, et en plus de pure race, pure race, c'est anormal. C'est pas... Donc, c'est toujours à faire attention. On habite au Québec. Là. Au Québec, on est le paradis des usines à chiots. Oui, il y a pas mal de malfaiteurs qui profitent un peu du système puis qui ont trouvé les bonnes façons de profiter du système. Fait que c'est aussi à faire attention. Il y a des questions à se poser, même quand vous achetez pas nécessairement d'un éleveur autant certifié ou d'un élevage familial, mais également en refuge. Puis le prix d'adoption. Si tu payes 2000 pour ton chien de refuge, là, c'est pas normal. Pas stérilisé. Ou même s'ils te mettent de la stérilisation à l'intérieur, là, normalement, un refuge, là, tu payes au pire ton chien, au pire des 500 $ si c'est un chiot, quelque chose comme ça, qui va être comme justement stérilisé, vacciné, micro-pucé. Vu par un vétérinaire, ça, c'est un net avantage parce que mais justement... Là, 2000, 1500, 2000... ça commence à pousser le bouchon pour un peu loin. Éleveur, pour, excuse-moi, un refuge, là, à la base, un refuge, c'est une organisation. Là, il est pas là pour faire de l'argent avec ça. C'est une organisation à but non lucratif. Là, fait que s'il est rendu à vouloir faire de l'argent avec ça, il y a quelque chose à se poser. Là, c'est que à travers ça, la motivation primaire... c'est l'argent et non nécessairement le bien-être des animaux. Là. Effectivement. Sinon, il y a aussi, dans le fond, l'opportunité d'adopter d'un particulier via les sites de petites annonces. Par exemple, adopter un chien adulte d'un particulier. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font ça. Par exemple, membres de la famille qui se départissent du chien pour une raison de maladie, une raison de santé, etc. Fait que souvent, tu vas te retrouver... c'est plate, là, ça, j'aime pas ça dire ça, mais j'aime ça dire ça, mais tu te ramasses avec le problème de quelqu'un d'autre. souvent les particuliers qui sont plus capables de s'occuper de leurs chiens puis qui les donnent sur des sites de petites annonces savent pertinemment qu'en refuge, ils n'ont pas grand-chance d'être adoptés. Fait que, tu sais, faire attention là aussi parce que souvent, les chiens qui sont à donner sur les sites de petites annonces, les gens disent pas toute la vérité du tout. Les gens, ils ont peut-être pas fait voir leur chien par un vétérinaire depuis des années, même s'ils disent le contraire. Fait que, tu sais, là, on se ramasse peut-être avec plein de problèmes de santé qu'on
connais pas ou qui sont inconnus jusqu'à temps que le chien arrive chez vous, que ça fait 3 mois qu'il est là, qu'il est bien installé, que t'es attaché, puis là, oh shit, dysplasie de la hanche, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Ouais. Ça arrive quand même beaucoup plus fréquemment que ce qu'on Ben pense. oui. Comme il y en a des fois que ça peut être vraiment juste des gens qui ont adopté un chiot, puis que, ou exemple un chien, puis savaient pas non plus tout comme le travail, puis tout le temps que ça était nécessaire pour. Donc là, ils décident de le donner à une autre famille. Mais tu refiles quand même ton problème à quelqu'un d'autre. Ça reste ça quand même. T'sais. Au final, si tout le monde était plus responsable de ses propres adoptions, à se poser les bonnes questions, choisir une race qui est appropriée pour lui, puis investir le nombre de temps nécessaire pour que ça aille bien, on n'aurait jamais de problème au niveau des refuges. Les refuges ne seraient jamais pleins. On n'aurait pas non plus des sites de petites annonces pleins de chiens qui ont des problèmes de comportement parce que tout le monde ferait son effort personnel à se dire « je me remets en question assez pour savoir que je suis pas faite pour adopter un chien ». Mais encore là, on doit quand même spécifier qu'il y a des cas exclusifs. Oui. Tu sais, ça se peut comme un ta condition, exemple de vie change. Moi, tout, c'est sûr, un moment donné, je fais un accident, je tombe paraplégique. C'est sûr qu'un moment donné, mes chiens, j'ai beau les aimer, j'aurais pas le choix, un moment donné, de m'en débarrasser. T'auras pas le choix. Ou il arrive un instant X dans ma vie qui fait qu'à un moment donné, je suis comme plus capable de prendre soin de moi-même. On parle vraiment des cas vraiment spécifiques. La plupart des gens qui donnent en chien, c'est des petites annonces. De le mentionner, mais définitivement. C'est ça. Je pense que dans tous les cas, même chose que ce soit d'adopter d'un particulier parce que la personne elle veut donner son animal, ben c'est de poser les bonnes questions. Tu sais, déjà, si la personne, c'est comme, elle te répond, mais c'est vague, pas capable de répondre à tes questions vraiment, pas capable de t'offrir des preuves, que ce soit justement, tu sais, ses factures vétérinaires, que ce soit, tu sais, de... L'enregistrement du chien, ça aussi, ça peut être un point positif d'adopter d'un particulier parce que des fois, il y a des gens qui adoptent un chien peu race d'un éleveur enregistré, que soit l'éleveur va le replacer en adoption. Fait que, tu sais, ou l'éleveur va dire « Tu veux-tu le replacer en adoption, ton chien? » Tu sais. Fait que, normalement, un bon éleveur reprend ses chiots, mais si jamais ça l'arrive pas, ben, il y a des chances de peut-être tomber sur un chien peu race enregistré à une fraction du prix. Oui. Mais c'est un chien adulte. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est des choses à considérer. Adoption d'un particulier, c'est tout le temps... Puis, tu sais, t'as tout l'aspect émotif qui vient avec ça. Es-tu prête à prendre en charge toute la charge émotive de la personne qui va te broyer d'en face, qui va avoir peut-être des regrets, qui va te texter souvent pour demander des nouvelles de ton animal, tu sais, versus quand tu adoptes en refuge, ça, tout cet aspect-là, t'as pas ça. Fait que t'es-tu prête à prendre en charge la charge mentale de quelqu'un d'autre qui abandonne son animal, qui l'aime, pour une raison XY? Fait que le passé, t'es-tu capable aussi de... L'antécédent, définitivement. Ouais, de prendre en considération les antécédents, le passé du chien aussi, tu sais, qui vont avoir façonné, c'est sûr, veut pas sa personnalité un petit peu, là, ainsi que son comportement du même fait aussi. Là. C'est ça. C'est sûr que quand t'adoptes d'un particulier, moi, souvent, je vais vraiment beaucoup recommander qu'on fasse affaire qu'un intervenant en comportement canin, encore beaucoup plus qu'une adoption en refuge ou une adoption de chiot, parce que, justement, le tempérament du chien est suggestif à ce que la personne qui l'a remarque. Fait que, tu sais, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'adopter un chien chez un particulier puis de me faire dire « mon chien est dominant ». Je ne sais pas, déjà, quand il dit je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ferai affaire avec un intervenant en comportement canin pour faire comme « OK, parfait, mais c'est quoi ça? Ça veut dire dominant. » Puis là, il va pouvoir me nommer, justement, il fait telle affaire, il fait telle affaire, il fait telle affaire, il fait telle affaire, tu sais. Ça reste que le tempérament d'un chien est suggestif à son propriétaire aussi. Il y a beaucoup de monde qui me disent « Mon chien est mongol mental puis il est hyperactif. » Moi, je le trouve juste normal, ton chien, tu sais. Fait que c'est ça. C'est à prendre en considération définitivement aussi quand tu adoptes d'un particulier. Ben oui, parce que c'est ça aussi, tu sais, c'est de demander, de voir plus loin. Tu sais, pourquoi tu dis, exemple, qui est dominant? Pourquoi? Plus on va s'entendre, la dominance, ça n'existe pas, là. C'est un ancien concept on en reparlera, OK? On en reparlera, là, mais il y en a qui disent ça. Fait que pourquoi tu dis ça? Tu sais, pourquoi tu dis qu'il est surexcité? Pourquoi tu dis qu'il est anxieux? Parce que on définit pas le terme de la même façon. Non. Donc, des fois, tu sais, moi, je leur dis toujours, quel comportement t'apporte à dire ça? Qu'est-ce que ton chien fait? Ouais. Mesurable, quantifiable, tangible. Parce que là, ce que moi, j'associe des fois de, exemple, un chien anxieux, c'est comme ça. Un chien, exemple, j'aime pas le mot comme je disais agressif, mais qui effectue des comportements agressifs, c'est comme ça. Ben, ça veut pas dire que c'est la même chose pour toi. Puis des fois, ben, tu sais, ça peut biaiser l'information. Tandis que quand tu demandes vraiment exactement dans quelle situation et qu'est-ce qui se passe, tout ça, comme tu dis, là, on a plus une réelle idée de... Exactement. Puis ton intervenant en comportement canin est capable de vraiment venir cibler les situations potentiellement problématiques pour pouvoir mieux t'enligner sur ton adoption. Ouais. Puis le pourquoi du comment aussi. Exactement.
Parce que, tu sais, on a beau travailler de n'importe quelle façon, si la problématique vient d'une problématique hormonale ou de santé, ben, tant que ça sera pas modifié, bon, on n'aura pas d'amélioration. J'aurais beau mettre tous les plans d'entraînement possibles en place, ben, j'aurai jamais de résultat, là. Pourtant, ça veut pas dire que mes plans sont de la merde. C'est juste que, tu sais, la problématique... Ça vient pas de la bonne place. Ouais, après ma barre de ça, tu sais. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui disent que la santé d'un bâtard est meilleure que la santé d'un chien pure race. Non, on s'entend qu'un bâtard, c'est chien croisé. Oui, oui. On a des gens qui nous regardent qui viennent pas nécessairement du Québec ou quelque chose, là, mais on parle d'un chien croisé de différentes races. Un mélange. Ouais, un mélange. Ben, c'est comme... Moi, je suis tout le temps dans le milieu, le middle, parce que, oui, dans certains cas... Le chien qu'on dit comme bâtard, donc croisé, c'est sûr qu'il y a différents bagages génétiques. Oui. Donc, mais il peut avoir un bagage génétique qui vient de cet individu-là, qui, dans le fond, qui va faire qu'il va avoir une moins bonne santé en général, que lui, qu'il a même pas mal de bagages génétiques, mais si c'était un bagage génétique, justement, que l'éleveur, vraiment, a suivi des tests rigoureux, puis c'est sur plusieurs générations, ben au final, tu sais... tu réduis beaucoup les risques. Ouais, le chien de race va avoir moins de possibilités, même si c'est pas impossible, de développer certaines maladies. Mm-hmm. Mais encore là, un éleveur, que même si ses chiens sont enregistrés, mais c'est sûr qu'habituellement, là, quand ils sont enregistrés, c'est sûr qu'il doit avoir des tests, justement, certaines... C'est il y a un arbre généalogique complet, exactement. Mais on s'entend que plusieurs années, c'était peut-être moins rigoureux. Non, il y avait plus de chances, évidemment, que le chien ait nécessairement certains traits génétiques. Que, oui, c'est sûr qu'un manis, si je reproduis tout le temps certaines traits génétiques sans m'en rendre compte, ben oui, il y a plus de chances des fois qu'une certaine problématique s'installe. Là, je pense, exemple, au Doberman, que c'est moi, en tout cas, d'encore aujourd'hui, que j'ai suivi mes formations, c'est le seul chien qui peut avoir le TOC du tétage de flanc qui est de ce tété flanc. Tu sais, c'est en tout cas, des études, à moins que ça allait changer parce que ça évolue, mais des dernières études encore que j'ai suivies à ce jour, c'était la seule race de chien qui avait ce TOC-là. OK. Donc, tu sais, c'est ça. C'est comme inné dans la race, genre. Ouais. OK. Puis encore là, ils l'ont pas toutes. Non. Mais certains, la plupart, en tout cas, puis c'est vraiment définitif à cette seule race-là. Là, tu verras pas ça sur aucun autre chien. Là. OK. Donc, tu sais, c'est ça dépend tout le temps de l'élevage que tu prends, puis sur combien de générations. Que c'est testé. C'est sûr que si tu mets l'emphase... quelle provenance aussi, tu sais, à travers le monde. Parce que des fois, on met l'emphase sur justement les dysplasies. Mettons, je parle des chiens de berger, puis je parle tout le temps de chiens de berger parce que moi, c'est ça, c'est ma vie, les chiens de berger. Mais justement, on parle de dysplasie du coude, dysplasie des hanches chez les chiens de berger, mais il y a peut-être des choses qu'on n'évalue pas, comme le gène MD1 qui fait en sorte qu'il y a une résistance à la vaccination. Tu sais, fait que c'est important vraiment d'y aller pour un éleveur, encore une fois, qui a une panoplie de tests complets, qui teste pour un paquet de maladies génétiques puis héréditaires sur plusieurs générations. Puis qui vont être spécifiés. Tu sais, pas juste dans le contrat, garantie pour les maladies héréditaires jusqu'à un an. Testé sur 120 maladies. Aucune spécification sur lesquelles exactement. Exactement, parce que ça annule aussi ta garantie de santé. Ben oui. Si, par exemple, il ne teste pas pour la dysplasie, mais que toi, tu as lu 120 maladies héréditaires, tu as fait bingo, on y va pour ça, mais il n'était pas testé spécifiquement pour la dysplasie, ton chien n'est pas garanti. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, oui, les bâtards, les chiens mixés ont tendance à être moins malades parce que, justement, ils comportent le bagage génétique de le berger allemand, le pitbull, le Doberman, puis le Sharpie, mettons, tout ensemble. Fait que, tu sais, ils n'ont pas une spécificité précise sur une maladie précise qui va être développée de génération en génération puis qui est connue pour être génétique de ce chien-là, de cette race-là, de ce type-là, par exemple. Fait que, tu sais, je trouve que oui, effectivement, ils ont tendance à être moins malades, mais tu des études scientifiques là-dessus, je ne penserais pas. Il faudrait qu'on check non plus. Ça, j'ai pas trop regardé, mais c'est ça. Je pense que, tu sais, il y a du bon puis du mauvais dans n'importe quoi, là. Après ça, comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux prendre un chien qui a toutes les garanties au niveau héréditaire, puis, mettons, il finit par l'avoir, la dysplasie de la hanche, même si mettons, sur 3-4 générations, ses frères et mères l'avaient pas, puis ses frères et sœurs, là. Tu
sais, je veux dire, il y a aussi beaucoup, qu'est-ce que tu fais, tu sais, avec ton chien? Est-ce qu'il saute des boîtes de pick-up 50 fois par jour, puis il descend à 75 marches, puis tu y vas pas au début, tu sais, tu commences tout de suite, puis ah ouais, on s'en va en 4 roues sans qu'il y ait le temps, tu sais, de s'échauffer comme nous, puis de... Tu sais, il y a tellement aussi de choses que... Est-ce que tu t'en fais trop longtemps, puis tu sais, il est chaud, puis dès que même pas 2-3 mois, dès que tu l'adoptes, tu commences déjà à faire des longues randonnées, puis tu y mets du poids, puis tu fais déjà des sports de traction sans que tu sois développé à 100%. L'alimentation ça joue aussi, pour énormément. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que c'est dur aussi parce que des fois, oui, ça peut venir génétique, mais ça peut venir aussi avec... Il peut avoir une sensibilité qui se développera jamais si justement tu as une bonne alimentation, tu fais attention à ton chien, tu respectes la réglementation, que justement tu attends que son corps soit complètement formé autant physiquement qu'au niveau... au niveau aussi des muscles, musculairement, etc. Fait qu'il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte de ça. Puis, dernier point que je voulais vraiment traiter, là, puis vraiment important, puis qui s'applique à n'importe quel type d'adoption, autant chien ou refuge ou particulier. Sérieux, laissez faire le syndrome du sauveur. Genre, il y a tellement de monde qui adopte des chiens en se disant il fait pitié, il est maltraité, il a pas la qualité de vie qu'il a besoin, il est attaché au bout de niche. Puis finalement, le chien, là, c'est zéro ce dont tu as besoin. Zéro ce dont tu as besoin dans ta vie. Mais là, t'es pogné avec. Parce que t'as fait, je vais faire un bon geste. Mais avant même d'adopter le chien, là, pose-toi les questions. J'ai-tu du temps pour mettre sur un chien? J'ai-tu du budget pour mettre sur un chien? Est-ce que si je prends un deuxième chien, il va bien s'entendre avec mon premier chien? Ou bien le deuxième chien il a un historique de morsure sur les autres chiens, puis ça risque de jamais fitter avec le mien? Tu sais, comme il y a des questions à se poser avant de faire une adoption, que ce soit une adoption en particulier, un chiot ou genre n'importe où ce que tu veux prendre ton chien, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai le goût de mettre du budget là-dessus? Est-ce que j'ai l'expertise? J'ai-tu l'expertise? Peut-être y aller avec un chien qui a un bagage qui est plus important, tu sais. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup du monde qui voit ça, mettons, sur Internet. Ah, un double merle, il est aveugle, il est sourd, je vais le prendre à la maison, il fait pitié. Il fait pitié, mais t'as-tu les outils pour ça? T'es-tu équipé pour ça? Là, le chien est réactif, il est en refuge, ça fait 4 fois qu'il change de famille. Je trouve qu'il fait pitié, je vais le prendre à la maison. T'as-tu le goût de gérer ça, un chien réactif à la maison? C'est une autre paire de manches, là. Fait que, tu sais, réfléchissez bien avant de prendre une décision qui va déterminer le futur de votre chien puis le vôtre en même temps. Parce qu'il y a tellement de gens qui font des adoptions puis qui se ramassent avec des chiens qui leur conviennent, mais pas du tout. Puis que là, ils se sentent tout seuls dans leur bulle. Ça crée une grosse détresse au niveau de l'humain, mais encore pire au niveau du chien. Parce que le chien, il ressent ta détresse. Oui, hein. Vraiment. Fait que il y a tellement de choses à voir sur l'adoption que c'est dur d'en parler pendant une heure parce que là, on n'a pas misé non plus sur les races, sur comme quel type de race peut convenir à quelle personne non plus. Mais tu sais, je pense qu'on pourrait faire quasiment un épisode entier. C'est sûr qu'on va en reparler de ça. C'est sûr que on n'a pas parlé non plus de tout ce qu'il y a à voir au niveau non plus de l'adoption. Une fois que le chiot est chez toi, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on pourra regarder. Clairement. Évidemment, on va en discuter dans des prochains épisodes. On va parler un épisode complet juste du chiot puis du développement. Ça, c'est garanti. Là, ce qu'on voulait, c'est vraiment ouvrir la discussion sur c'est quoi qui a à se poser, puis qu'il peut y avoir du bon puis du mauvais dans n'importe quel type d'adoption, puis dans n'importe quel type aussi de famille ou quoi que ce soit, puis que justement, ou n'importe quel type de chien aussi, évidemment, autant justement d'adopter un chiot que d'adopter un chien déjà qui est adulte. Là. Exactement. Puis c'est ça, c'est le primordial que vous devriez retenir, c'est posez-vous les bonnes questions. Si vous n'êtes pas sûr, retournez, faites 15 par là, sur Spotify, là, puis retournez au début de l'épisode. On vous les pose des bonnes questions. Fait que pensez-y. Puis avant même de faire un move, avant même d'écrire une page de refuge, avant même d'écrire un particulier, pose-toi la question, j'ai-tu le temps, j'ai-tu l'investissement, j'ai-tu l'énergie, puis j'ai-tu le goût de gérer ça? Oui, ça, c'est les premières questions. Puis c'est après une ça, paire de manches en adoption. Trouve justement un refuge ou justement un éleveur qui te convient, que ce soit familial ou non, ou certifié, bien, posez les bonnes questions à l'éleveur ou à la personne. Exactement. Ou au refuge, tu sais. Puis voir aussi quel chien, justement, correspond à toi. Souvent, bien, les autres, c'est les mieux placés pour pouvoir vous aider ou sinon, vous pouvez faire affaire justement avec un professionnel du milieu canin qui peut vous aider justement à... Ça enlève une pression. Qui font vraiment des programmes d'adoption pour aider au niveau de la sélection, au niveau aussi de...
Exactement. l'évaluation, là, évidemment. Puis évidemment, si vous avez des questions à nous poser sur l'adoption ou sur n'importe quel autre sujet, vous pouvez toujours nous écrire sur nos pages personnelles, que ce soit moi, Jessica Gagnon, intervenante canin, toi, Dominique. Moi, c'est Madame Chien, promenade canine. Donc, ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez des sujets que vous aimeriez parler, une question en particulier que vous aimeriez qu'on aborde, qu'on n'a pas nécessairement abordé, parce que, vous savez, il y en a beaucoup de stock, puis évidemment, on veut parler de tout, mais on n'a pas non plus tout le temps qu'on a pour parler non plus, puis extrapoler. Bien, ça va nous faire super plaisir d'y répondre. Évidemment, dans les prochains épisodes, on va voir aussi plein d'autres sujets qui sont super intéressants. S'il y a des choses que vous aimeriez qu'on discute, n'hésitez pas à nous en faire part aussi. Ça pourra venir peut-être pour les prochaines saisons ou quoi que ce soit, là. Super. Fait qu'encore une fois, on vous dit un gros merci de nous avoir suivis pour notre 2e épisode. On en parle en chien. Merci. Merci. À la prochaine. À la prochaine.